Bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir la famille. Comment allez-vous? Ok, merci pour les réactions. Merci, c'est très gentil. Voilà, mon frère Sempore, tu es déjà là au rendez-vous, hein? Il faut être assidu. Merci, merci d'être là. Aujourd'hui, comme je vous ai présenté au niveau de l'annonce, on va parler de comment faire pour voilà, venir aux États-Unis. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous voilà, qui sont vraiment curieux de savoir voilà, la procédure. Donc, c'est pas vraiment très compliqué. Bon, au moins, je vais essayer de rendre ça moins compliqué à travers mes explications. Et voilà, s'il y a des questions seulement, n'hésitez pas. Donc, et surtout, partagez le live. Et voilà, si vous avez des questions seulement, n'hésitez pas. On sera ensemble voilà, jusqu'à la fin. Ok, merci, merci. Je vois il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter. Donc pour le moment, nous sommes mon carte en direct. Bon, on va patienter juste peut-être quelques minutes, voir si d'autres personnes vont se joindre à nous. Donc si vous avez des questions, préparez vos questions et mettez les questions en commentaire. Là, je vais noter les questions et voilà, arrivé à un certain temps, je vais patienter. S'il y a beaucoup de questions, voilà, répondre aux questions. Et puis on va continuer quoi. Surtout, n'oubliez pas de partager et mettez beaucoup de likes, de cœurs. Ça va aider Facebook à, à suggérer le live à d'autres personnes. Voilà. Donc, plus il y a des gens, plus c'est intéressant. Il y aura beaucoup de questions intéressantes. Donc, ça va aider beaucoup plus de monde, quoi. Ok, c'est bien, nous sommes 6 actuellement. Très bien, merci d'être là. Donc, souvent, si vous êtes là, bon, il faut réagir un peu avec peut-être les likes, hein. Là, je peux savoir voilà, qui est là. Ou bien juste un commentaire, salut en commentaire. Qui... Je crois que vous me recevez bien. L'audio est cool parce que actuellement je suis sur mon ordinateur. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Sur le son. Ouais, salut, salut. Salut, Sakinatu Ouedraogo. Merci de nous rejoindre sur le live. Est-ce que vous me recevez très bien? L'audio là, ça va bien? Allô, vous me recevez bien? Ok, je vois, il y a d'autres personnes qui sont en train de joindre. D'accord. Seulement, nous sommes à 7 personnes. Ok, bon, on va commencer d'ici là seulement. Donc, ok, merci, merci pour la confirmation, Armel. Ah, Saint-Poré, le baron, Omar le baron. Merci, merci pour il y a le volume. Merci, Legma. Merci, William Legma. Merci. Merci à Sakina Touedago, qu'on est impatient de connaître la procédure. Merci. Ah, merci à ma cousine, Blandine Cedro. Merci d'être la cousine. Merci. J'apprécie beaucoup. On va commencer dans 10 minutes. On va donner seulement un.
J'ai dit dans 10 minutes, à 15h20, dans 2 minutes seulement, juste donner un peu de temps au retardateur. D'accord, c'est compris, mais j'ai compris, manager. Manager, c'est compris, j'ai reçu le message. Là. Merci, je vais corriger. Ok, donc dans 2 minutes seulement, on va commencer avec la procédure. Et, et je crois que j'espère vraiment que vous allez beaucoup apprendre parce que c'est l'objectif de ce live pour clarifier. Parce que la procédure, je vois qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui sont un peu dans le noir, soit qui sont un peu vraiment, comment je vais dire, bon, on ne les explique pas bien quoi. Donc, et puis par le fini, ils gaspillent beaucoup d'argent dans la procédure. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être vraiment très simple. Et puis, bon, voilà, dans le live, je vais bien vous expliquer et surtout les erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs que les gens font. Voilà, les erreurs à éviter, tout ça. Ok, nous sommes à 9. Il manque une personne seulement. Il manque une personne. Ah, je crois qu'il y a jusqu'à... Ils sont repartis. Mais bon, dans une minute seulement, on va commencer. Dans une minute. J'espère que vous êtes vraiment très excités à savoir. Donc, d'ici là seulement, la procédure pour venir aux États-Unis sera plus un secret pour vous. Parce que je sais, je reçois beaucoup de messages sur ça. Merci à tous ceux qui sont là. Merci, merci beaucoup. Ok, bon, on va commencer maintenant. La première des choses concernant la procédure pour venir aux États-Unis, elle est très simple, mais très 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 important. Il s'agit du passeport. Yep, le passeport. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le passeport. Voilà, parce que voilà, ils veulent pas sûrement faire le passeport déposé comme ça fait 5 ans. Le passeport s'expire en 5 ans. Donc, il y a des gens qui veulent voilà, laisser à la dernière minute faire le passeport. Pourtant, le mieux c'est d'avoir le passeport. Dès que tu as décidé seulement que tu veux faire la procédure pour voyager, peu importe le pays, que ce soit au Canada ou bien aux États-Unis, le passeport est très très important. Donc, tu fais le passeport et et c'est là que sûrement que la procédure commence. Et sûrement, moi, je sais que si tu fais le passeport, ça va te motiver à, tu vois, à aller de l'avant. À aller de l'avant pour ne pas que le passeport s'expire pour rien. Parce que le passeport, c'est en 5 ans seulement. Et maintenant, pour ceux qui ne savent pas comment le passeport se fait, c'est très simple. Je crois que il y a, je vais faire sortir le site là. Le site qui est là, je vais mettre le site là en commentaire comme ça. Ceux qui ne savent pas comment ça se passe, vous pouvez rentrer là-bas, voir. Qui passe. Et puis le passeport, ça coûte seulement que 50 000 francs CFA. Bon, pour généralement en Afrique de l'Ouest, mais précisément au Burkina Faso, ça fait 50 000 francs et ça prend vraiment que une semaine seulement. Donc, voilà, je vais lancer le site là. Je vais mettre le site en commentaire. Ok, j'ai mis le site là en commentaire. Donc, sur ce site là, vous allez avoir les informations nécessaires pour faire le passeport. Donc, une fois que le passeport est établi, parce que voilà, je ne vais pas rentrer trop en détail ici pour que voilà, pour ne pas embrouiller les gens. Donc, j'ai mis voilà, le site là-bas. Si vous rentrez là-bas, vous allez voir toutes les informations concernant le passeport burkinabé, précisément burkinabé. Maintenant, pour les autres pays, vous pouvez essayer de faire des recherches sur Google pour voir. Ou bien, bon, partez peut-être à la police. Généralement, c'est eux qui gèrent le passeport. Ok, ça, c'est la première des choses à faire. Maintenant, quelle est la deuxième chose à faire? Très simple. Il faut apprendre à faire des recherches sur Google. C'est très simple que ça. Il faut juste apprendre à faire des recherches sur Google. Parce que si vous venez aux États-Unis, il faut savoir quelque chose au moins sur la ville où vous voulez aller.
Tu vois, non, c'est quelle ville, c'est quel État, parce qu'aux États-Unis, c'est très grand. Il y a jusqu'à 50 États aux États-Unis. Donc, et chaque État a ses, comment je vais dire, chaque État a ses politiques et d'autres choses, quoi. Donc, avant de venir, vous faites des recherches sur, voilà, la ville, l'État où vous voulez aller. Parce que arrivé à l'interview, on va vous poser des questions. Si on vous pose des questions et puis vous ne connaissez pas vraiment trop sur, voilà, sur la ville, ça va pas être bon pour votre cas, quoi. Donc, vous risquez d'être refoulé par, par le consulat. Donc, c'est très, très important de savoir comment faire des recherches Google sur, voilà, la ville ou l'État où vous voulez aller. C'est très important. Mais je vais essayer d'être un peu plus spécifique ici parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas précisé ça dans la note, mais aujourd'hui, on va parler spécifiquement pour ceux qui veulent venir faire des études ici. Parce qu'il y a tellement beaucoup de procédures. Il y a la procédure pour le visa tourisme, il y a visa étudiant, il y a visa d'échange, il y a visa business. Il y en a tellement, il y en a beaucoup. Donc, on ne peut pas parler de tout aujourd'hui. Donc, je vais essayer de parler spécifiquement pour les étudiants. Et s'il y a beaucoup de requêtes, là, un autre jour, je vais faire un autre live pour le visa tourisme. Le visa tourisme, je peux dire que c'est le plus simple de visa. Donc, c'est très simple. C'est le visa étudiant qui est un peu plus complexe. Pas complexe dans le sens, voilà, compliqué, mais juste un peu long. Et puis, ça demande beaucoup de documents administratifs. Et puis, voilà. C'est simple seulement. Sinon, ça, voilà. Donc, si on est clair dessus, voilà. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui rêvent vraiment de venir étudier ici. Donc, et c'est très important, voilà, de clarifier ça actuellement. Ok, maintenant, après que vous avez su comment faire les recherches Google, ça c'est la deuxième étape. Maintenant, pour les étudiants maintenant, il faut savoir comment faire les recherches des universités. Parce que pour venir ici, il faut savoir seulement comment tu vas faire pour rentrer à l'université. Ça, c'est la première des choses. Et puis, il faut savoir quelle université toi tu veux aller. Parce que il y a des milliers d'universités aux États-Unis. Et je vois que la plupart des gens qui font l'erreur de vouloir venir ici et qui font pas la procédure eux-mêmes, hein, voilà, souvent, ils se font seulement, voilà, oh, bon, arnaquer ou bien voilà, flatter quelque part parce que ils ne savent pas comment même le gars a fait pour choisir l'université et puis maintenant il part un truc. Ok, il y a quelqu'un qui m'a coupé ici. Et pour les techniciens qualifiés, si tu n'as pas le bac, c'est possible. Bon, Sophia Nukabore, bon, pour les techniciens qualifiés, sans le bac, c'est possible de venir aux États-Unis, mais pas en tant qu'étudiant. Voilà, si ce que tu as eu, c'est, comment dire, si c'est un certificat d'une peut-être institut de trucs à éducation ou bien de formation, tu peux, tu peux essayer de voir avec, tu peux essayer de voir avec l'université dans laquelle tu veux aller. Maintenant, si l'université maintenant accepte maintenant de te prendre, comment peut-être, comment je vais dire ça? Parce qu'il y a des universités qui font des programmes d'échange. Donc, c'est à cause de ça que je disais avant qu'il y a des visas pour étudiants et puis il y a des visas pour échange. Donc, avec ça, tu peux essayer d'appliquer. Parce qu'il y a beaucoup d'universités techniques ici, il y en a plein. Donc, non, non. Donc, si tu peux faire ça, BEP, ensuite, ok, si tu peux faire ça, maintenant, si l'université accepte seulement, tu peux faire un programme d'échange. Mais ça, c'est un programme d'échange et c'est pas un F1, c'est différent. Mais c'est possible. Ok, je continue. Voilà, je parlais des choix de l'université. Il faut bien faire les recherches Google. Je vais balancer un autre site pour ceux qui ne savent pas vraiment comment trouver les universités. Ça, c'est un site américain et vous pouvez y trouver presque, presque 90% des universités américaines sont sur ce site. Le site, c'est College Board. Donc, je vais mettre le site en commentaire aussi. Donc, ok.
Ok, le site est en commentaire. Ok, ok, Nafissatou, je suis intéressé, j'ai le bac. C'est bien, félicitations pour le bac. Ok, donc il faut rester à l'écoute. Donc tu restes connecté jusqu'à la fin, comme ça tu vas bien suivre la procédure. Ok, donc le choix des universités c'est très très important. Je viens de mettre le site web là où vous pouvez trouver toutes les universités là-bas. Et puis avec ce site-là, on va vous expliquer comment tu peux choisir les universités en fonction voilà, de peut-être de ta vie sociale parce qu'il y a des universités, ils ont certains, voilà, comment je vais dire, vie sociale. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est un footballeur ou bien voilà, qui aime le foot et puis tu veux voilà, partir là-bas, donc, tu peux choisir maintenant les universités en fonction de foot. Il y a des universités qui ont des équipes de football, ça peut t'intéresser. Il y a des universités qui ont des équipes de volleyball, ça aussi, ça peut être intéressant aussi en fonction de ton centre d'intérêt. Donc, parce que le choix des universités, je mets l'accent beaucoup, 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 beaucoup sur le choix de l'université parce que ça peut vous faire échouer au visa, bizarrement. Yeah, ça peut vous faire échouer parce qu'on va vous demander pourquoi vous avez choisi cette université. Et si vous n'avez pas une bonne réponse, ou bien si la réponse n'est pas convaincante seulement, c'est pas bon. Donc, c'est ça, il faut faire le choix judicieusement. Ok, maintenant, après le choix de l'université, si vous vous rappelez du live de la semaine passée, j'ai demandé à mon ami si, voilà, quel conseil il a donné. Et puis il a dit l'anglais. Et ça, c'est très, très, très important. En tant qu'étudiant, on ne vous demande pas de connaître l'anglais à 100%, voilà, être un pro en anglais, mais il faut juste savoir au moins tenir une petite conversation en anglais. Et c'est à cause de ça que la plupart des universités, je peux dire, en tout cas presque 90% des universités aux États-Unis, ils vont te demander de faire un test d'anglais. Juste pour confirmer que que tu as le niveau pour suivre les cours aux États-Unis. Parce que les cours, bien évidemment, c'est en anglais. Et ces tests, le plus reconnu, c'est le TOEFL. Ça, c'est le plus reconnu. Il y a d'autres. Il y a le IELTS et puis il y a un nouveau test qui vient de sortir récemment, le Duolingo test. Donc, je vais essayer de parler des deux, voilà, que je trouve beaucoup plus acceptable partout aux États-Unis. Le TOEFL, c'est le premier. C'est le plus, voilà, reconnu par toutes les universités. Je peux dire 100% des universités aux États-Unis. Ils reconnaissent le TOEFL et puis ils acceptent ça. Mais le TOEFL, faut pas voir ça seulement comme un examen que voilà, on peut se lever comme ça, aller faire ça, juste comme ça. Il faut être préparé, très très bien préparé. Et puis je vous avais promis de parler un peu de témoignages, voilà, de ceux qui ont dévancé. Donc, je vais parler de mon cas. Quand moi j'ai commencé, je suis parti dans un centre de langue. Bon, je ne vais pas décourager les gens à ne pas partir dans un centre de langue parce que c'est important. Ça va te mettre dans un lieu, voilà, un peu anglophone si en tout cas le centre est bien préparé. Mais bizarrement, quand je suis parti au centre de langue, j'ai fait 3 mois là-bas, ça n'allait toujours pas. Je ne pouvais pas faire le TOEFL parce que au centre de langue, il y a des centres de langue qui ne vous apprennent pas à faire le TOEFL. Ils vous apprennent seulement à parler l'anglais un peu, je vais dire, courant. Pourtant, le TOEFL, c'est tellement académique. C'est tellement académique. Un exemple, le TOEFL, le reading part, on va te donner 3 textes de au moins minimum 700 mots. Et puis, on va te demander, voilà. Et puis, jusqu'à, je crois que chaque texte a 20 questions. Et puis, tu as non, 60 minutes, ou c'est 90 minutes. Je ne me rappelle pas très bien. Mais je vais mettre les renseignements pour le TOEFL là aussi en commentaire. Donc, vous allez faire le TOEFL. Donc, les centres de langue, c'est bon pour un début. Quelqu'un qui n'a pas vraiment une bonne base peut aller là-bas, commencer. Mais il ne faut pas espérer avoir sorti du centre de langue, être prêt pour préparer le TOEFL sans faire le truc, sans faire, comment je vais dire ça là, d'extra, sans faire voilà, d'autres trainings que tu vas faire toi-même. Moi, mon cas, pour voilà, faire face à ce défi, j'ai dû créer un club d'anglais. Et ceux qui me connaissent dans le cadre savent, j'ai fait le club d'anglais de 2000, je crois que c'était en 2017 à 2019 où j'ai eu mon visa. Donc le club d'anglais, ça m'a beaucoup aidé
à me préparer pour le TOEFL. Parce que voilà, je faisais ça chaque week-end. Et il y avait, en tout cas, j'ai rencontré beaucoup de gens là-bas aussi au club d'anglais. Ça m'a vraiment aidé à me connecter avec beaucoup de gens et surtout à améliorer mon anglais. Parce que le TOEFL va vous faire parler aussi, pratique orale. Et puis vous allez vous faire écouter aussi. Donc, il y a trois parties, il y a quatre parties. Il y a le writing, vous allez écrire des dissertations. Il y a le reading, vous allez faire des trucs. On va vous donner des dissertations, vous allez lire et puis répondre aux questions. Et puis il y a le speaking, on va vous poser des questions. Vous allez, le speaking va vous poser des questions, vous allez parler, on va voir, ok, comment vous vous exprimez en anglais. Voilà. Et puis il y a le listening, on va mettre des conversations en anglais et puis vous allez écouter. Et puis on va vous poser maintenant des questions, mais c'est ce que vous avez entendu, qu'est-ce que voilà, des trucs comme ça. À peu près comme l'anglais oral au BPC, mais un peu plus rapide seulement parce que comme c'est un ordinateur qui fait ça, on ne peut pas revenir en arrière. Il faut être très attentif. Ok, Omar, le baron, le TOEFL. Le TOEFL, il y a deux types de TOEFL. Maintenant, je ne sais pas si le paper base là est toujours fonctionnel, mais le TOEFL EBT, le EBT là, on peut faire ça à ISO. ISO, je vais mettre ça en commentaire. ISO. Comment on dit ça même en français là? International School of Ouagadougou. Ça se trouve à Zongana, non? Vers l'université de Ouagadougou. Je ne sais pas si tu connais, mais attends, c'est ISO. International School of Ouagadougou. Ok, pour le TOEFL. Ok, voilà. J'ai mis ça en commentaire à la banque pour ceux qui vont venir après. Vous pouvez vous renseigner. Ça se trouve à Zongana si je ne me trompe pas. Et puis le TOEFL, ça. Parce que le prix n'est pas fixe au fait. Le prix n'est pas fixe, le prix varie. Mais je vais vérifier ça de suite pour vous. Actuellement, le prix du TOEFL là, c'est à combien? Parce que quand moi je faisais le TOEFL là, c'était à 100 et quelques dollars. Maintenant, TOEFL. Ok, TOEFL IBT fees. Et voilà, je vais mettre aussi le truc, les informations pour le TOEFL là-bas aussi en commentaire, comme ça. Essayez de noter les trucs là. Essayez de noter les ressources que je vous partage là, parce que ça va vous aider quand vous allez commencer la procédure. Ok, country. Et puis le TOEFL là, le prix là varie en fonction des pays, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Wow. Actuellement, le prix du TOEFL là, au Burkina Faso, ça fait 210 dollars. 210 dollars. Actuellement, le dollar là, ça varie entre 598 et puis 600. Disons 600 francs CFA, West Africaine. Là, ça fait 600 multiplié par 210. Donc, ça va faire 126 000. Donc, actuellement, le TOEFL là, ça coûte 126 000. Merci. Merci Abdul Wahab, American Ghana. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci, thank you, brother. Ok, maintenant, ça c'est le TOEFL. Mais le TOEFL là, c'est un peu difficile, donc ça va vous demander beaucoup de temps pour préparer le TOEFL. Mais c'est pas quelque chose qui, voilà, qui va vous tuer. Je sais que beaucoup d'entre vous qui demandent comment, mais est-ce qu'on peut faire ça sans le TOEFL? Si on peut faire ça sans le TOEFL, oui, on peut faire ça sans le TOEFL, mais ça risque, ça risque de réduire votre chance d'avoir des visas. Parce que c'est comme si vous dites que vous partez, voilà, tu te lèves, tu dis tu pars au champ pour aller cultiver. Mais voilà, mais tu oublies, tu vois, non, d'abord ou bien
c'est cassé et puis voilà. Et puis si tu pars au champ avec une daba qui est cassée, comment tu vas faire pour cultiver, tu vois, non? Donc si tu dis tu veux venir aux États-Unis pour étudier, le consulat, ce que lui il veut savoir, c'est est-ce que tu es vraiment préparé à aller étudier. Et voilà, si tu as le TOEFL, ça te garantit pas, je ne dis pas que ça garantit le visa, ça te garantit pas à 100% le visa, mais au moins ça augmente beaucoup tes chances parce que voilà, le consulat se dit que voilà, il est vraiment sûr, il veut aller étudier. Parce qu'il y a des gens, voilà, qui disent veulent venir étudier, mais voilà, nous tous on sait que voilà, c'est autre chose. Donc, ils veulent juste éviter ça parce que selon eux, leur règle c'est quoi? Tout demandeur de visa c'est un potentiel immigrant. Donc, et puis il y a d'autres qui confondent visa études et puis visa d'immigration. Il ne faut pas confondre, c'est pas la même chose. Visa d'immigration là c'est pour ceux qui veulent venir vivre ici et rester ici. Mais le visa d'étudiant c'est un contrat. Après tes études, Après tes études, tu as droit à une année pour travailler. Ça dépend. Souvent, tu peux avoir moins que ça, mais ça dépend de ton programme. Mais au moins, on va te donner quelques programmes que tu peux essayer de travailler. On appelle ça OPT, Optional Practical Training. Maintenant, si tu as fait ça, voilà, tu es obligé de rentrer après 90 jours, si je ne me trompe pas. Parce que les règles, là, ça change. Donc, il ne faut pas croire que, voilà, venir ici, tu vas pouvoir rester. C'est illégal. C'est illégal, malheureusement. Mais bon, comme toute chose, seulement une solution, si tu veux rester ici, voilà, le mieux. Moi, bon, je n'encourage pas vraiment à ne pas respecter les contrats. Parce que si tu respectes le contrat de visa, tu risques de ne plus avoir un visa américain. Souvent, on peut te bannir pour peut-être 10 ans ou bien 5 ans. Donc, il faut faire très très attention et respecter les contrats. Ok, je vais parler maintenant, j'ai parlé du TOEFL, maintenant je vais parler du truc, du test Duolingo. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui connaissent Duolingo déjà. C'est une application qui permet d'apprendre des langues. Il y a l'arabe, il y a anglais, il y a tout, il y a français, tout. Maintenant, ils viennent de lancer récemment des tests comme le TOEFL pour voilà, les universités. Et je peux dire que leur test là, c'est beaucoup plus abordable comparé au TOEFL. Donc, ceux qui veulent passer par le Duolingo test, je vais mettre le Duolingo test là, je vais mettre le lien en commentaire. Et puis, je vais parler un peu de ça aussi. Ok, voilà, j'ai mis le lien pour le Duolingo test. Give me 1 second here. Ok, j'ai mis le lien pour le Duolingo test en commentaire. Le Duolingo test, c'est un peu plus abordable et moins cher aussi. Et puis, contrairement au TOEFL là, c'est pas, c'est pas, c'est pas 100% des universités américaines qui acceptent ça d'abord, comme c'est un peu nouveau. Comme c'est un peu nouveau. Mais il y a beaucoup d'universités qui acceptent ça. Il y a beaucoup d'universités qui acceptent ça. Donc, pour faire ça, il faut se renseigner d'abord si votre université, si l'université que vous avez choisie, voilà, faites ça. Donc, il faut se renseigner d'abord avant de choisir maintenant quel type de test vous allez faire. Et ça, c'est plus simple. Généralement, si vous voulez voilà, poser des questions, vous pouvez rentrer sur le site officiel de l'université. Si vous faites des recherches Google, vous allez trouver ça. Et vous rentrez, vous pouvez avoir le email de l'université et puis vous pouvez les envoyer des messages. Et c'est ça même, voilà. Comme ça, si vous causez beaucoup plus avec l'université, c'est beaucoup plus, ça va augmenter votre chance d'avoir l'admission. Parce que vous pouvez appliquer à une université et puis être rejeté sans même arriver même à l'interview de visa d'abord. Donc, il faut bien préparer le dossier. Voilà, pour le Duolingo test là aussi, c'est un peu Monsieur Mamadou Bobo Diallo, je suis intéressé. Mais c'est ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, il faut rester seulement sur le live. Il faut partager le live avec les autres frères là. Ok? Merci d'être là. Voilà, le Duolingo test aussi, c'est comme le TOEFL. Donc, il y a reading, il y a listening et puis il y a speaking aussi. Mais je vais voir le prix de ça.
Let me check the price. Just give me 1 second. C'était ça. Ok, je suis en train de vérifier les prix. Ok, les prix pour le Duolingo test là, actuellement ça fait 59 $. Donc à 59 $. Et les prix que je donne là, il faut savoir que les prix là, ça change en fonction parce que aux États-Unis, il y a beaucoup d'inflation, ils changent les prix le waja ici. Donc souvent aussi, il faut bien limiter et il faut bien faire des recherches là. Je vais mettre les 59 $ là. Bon, je prends le dollar de 600, ça fait 35 000 francs. Vous voyez la différence déjà. Le TOEFL là, ça coûte 126 000 francs. Pourtant, le Duolingo test là coûte moins de 50 000 francs. Et puis, c'est beaucoup plus facile aussi. Donc, mais c'est à vous de choisir. Il y a d'autres universités qui vont vous demander spécifiquement d'envoyer le TOEFL. Maintenant, il y a d'autres universités qui vont, voilà, ils vont être flexibles. Vous pouvez envoyer le TOEFL ou bien le Duolingo test. Donc, c'est à vous de choisir maintenant ce qui vous arrange maintenant, financièrement et puis, voilà, académiquement. Maintenant, si vous avez fait le TOEFL et puis tout est bien, vous partez maintenant, vous faites l'inscription à l'université. L'inscription, il faut savoir que l'inscription ne garantit pas vraiment, voilà, votre admission. Il faut avoir un bon dossier pour être admis là-bas. Ok, maintenant, pour les frais d'inscription, c'est comment? Parce que je vois beaucoup de gens qui se font arnaquer par ceux qui les aident à faire les dossiers, les frais d'inscription, tu vois, non, 100 000, 200 000, non. Les frais d'inscription aux universités américaines, jusqu'à présent, moi, à ma connaissance, le maximum là, que moi j'ai déjà vu, peut-être ça peut dépasser ça, mais le maximum que moi j'ai déjà vu, c'est fait 100 $, disons 60 000 francs. Donc, ça, c'est le maximum. Ça ne peut pas dépasser. Si quelqu'un te dit frais d'inscription, il va te faire ça à 200 000, non, c'est faux. Donc, les frais d'inscription, généralement, c'est à partir de 100 $ le maximum. Il y a des universités même dont les frais d'inscription, c'est 25 $. 25 $, c'est 15 000, non, ou bien c'est. Bon, je crois, non. 25 $, 15 000 comme ça. Donc, les frais d'inscription, il faut faire ça. Et il ne faut pas attendre, dire que non, tu vas pas, tu vas, voilà. Il y a des gens qui ne veulent pas, voilà, payer. euh, Monsieur Balde dit que quoi, en franc guinéen, ça fait 100 milliards. Quoi, attends, 100 $ qui fait 100 milliards en Guinée là-bas. Waouh, ça, c'est 100 milliards. Mais j'espère qu'avec 100 milliards là, on peut payer une voiture. D'accord, on poursuit maintenant. Vous faites les inscriptions. Et généralement, les inscriptions, vous n'avez pas vraiment besoin de grand chose, pas de documents, rien. Vous faites les inscriptions se font en ligne seulement. Et rassurez-vous que vous avez une carte Visa ou Mastercard. Donc, ou bien vous avez quelqu'un, peut-être aux États-Unis, qui peut faire l'inscription pour vous. Donc, ça se fait aussi. Ok, il y a quelqu'un qui a posé une question. Y a-t-il des écoles qui ne demandent pas le TOEFL? Monsieur Emmanuel Kotoku. Salut mon frère. Bon, des écoles qui ne demandent pas le TOEFL, bon, c'est un peu. Ils peuvent te dire que eux ne te demandent pas le TOEFL, mais ils vont te forcer à aller dans leur centre de langue. Tu vois, non, ça veut dire au lieu de te donner le I-20 pour l'université, ils vont te donner le I-20 pour le centre de langue. Et ça peut causer problème à l'ambassade. Parce que tu dis que tu parles étudier à l'université, mais en réalité, tu parles faire anglais. Donc, on peut te dire non, pourquoi tu vas aller dépenser des millions pour apprendre l'anglais aux États-Unis au lieu voilà, de dépenser des milliers pour apprendre l'anglais dans un pays avant de partir. Et ça peut réduire aussi tes chances. Mais c'est pas impossible. Je connais des gens personnellement qui sont aux États-Unis, qui sont venus à travers les centres de langue. Mais vous-même, vous savez, chacun avec sa chance. On n'a pas les mêmes chances. Donc, mais le but, c'est d'augmenter les chances pour voilà, réduire au moins ça, tu vois, le taux d'échec. Donc, c'est mieux de faire le TOEFL. C'est ma recommandation.
là, tu gagnes l'admission directement pour l'université. Là, je trouve que c'est beaucoup plus mieux. J'espère que j'ai répondu à ta question. Sinon, il y a des universités qui ne vont pas te demander ça, mais ils ne vont pas te donner l'admission à leur université. Ils vont te mettre dans leur centre de langue. Et c'est différent. Ok, maintenant, pour l'inscription, j'ai parlé des inscriptions, ça se fait en ligne. Généralement, sur le site de l'université, vous créez un compte là-bas et puis vous rentrez sur leur page. Vous trouvez maintenant, comment je dis, apply. Donc, bon, en fait, tout est en anglais, donc c'est à cause de ça que j'avais parlé d'anglais avant. Il faut être vraiment très, très, très euh, comment dire, impliqué avec l'anglais parce que la procédure, tout sera en anglais. Ok, donc une fois maintenant l'inscription maintenant faite maintenant, il reste maintenant les dossiers à fournir. C'est en fonction des dossiers que tu seras accepté à l'université ou pas. Donc, et quels sont les dossiers à fournir pour les étudiants? Évidemment, le bac, ou bien la licence pour ceux qui veulent aller faire le master, ou bien le master pour ceux qui veulent aller faire le doctorat. Et tous les documents doivent être traduits en anglais. Donc, si vous ne savez pas où traduire, je connais un de mes professeurs, Monsieur Mandé. Donc, c'est lui qui a traduit mes documents même. Il traduit très bien. Parce qu'il ne faut pas aller traduire les documents n'importe où. C'est pas parce que la traduction doit être certifiée. Tu peux pas, même si tu sais traduire toi-même, tu ne peux pas le faire parce que ils vont te demander des certifications ou bien comment on appelle ça, des stamps, des tampons pour certifier que voilà, il n'y a pas de truc quoi. Ok, il y a une question ici. Cousine Alizetta, c'est comment? Donc tu sais comment faire pour venir aux États-Unis et tu laisses ta cousine ici. On peut faire ça. Et cause, au fait, je crois pas que toi tu m'as déjà demandé comment faire pour venir aux États-Unis. Tu m'as jamais posé la question. Mais bon, je suis là. Donc si tu as d'autres questions seulement, n'hésite pas. Tu peux m'écrire en inbox ou bien tu peux laisser ça en commentaire. Donc, mais la procédure, c'est ça seulement que j'explique depuis là. C'est un peu simple. C'est un peu simple vraiment. Ok, je parlais des documents. La traduction, elle est très très importante. Il faut aller traduire vos documents sur quelqu'un de certifié. Il ne faut pas aller traduire ça sur quelqu'un non certifié. Parce que si ce n'est pas certifié, on va rejeter votre dossier. Donc, et si vous ne connaissez pas quelqu'un, faites-moi signe. Je peux vous contacter avec mon professeur d'anglais, Monsieur Mandé. Il est vers le CIAO. Voilà. Il est vers là. Je ne sais pas s'il a changé. Il a un centre de langue même là-bas. Donc, partez là, vous pouvez traduire vos documents. Maintenant, le prix, je ne sais pas, ça varie. Mais avant, parce que moi je dis avant, parce que moi j'ai fait ma procédure en 2018, 2017-2018. Donc, le prix était à 5000 francs par page. Maintenant, je ne sais pas c'est combien. Et puis, ce n'est pas seulement le diplôme qu'on doit traduire. Vous devez traduire le diplôme, le bac, la licence ou bien le master. Il y a pour, pour les bacheliers, vous devez avoir vos relevés de notes. Depuis la seconde, oui, jusqu'à la terminale, les relevés de notes. Parce que l'université veut savoir, voilà, si vous êtes peut-être un bon élève ou bien. Bon, il y a d'autres universités qui ne vont pas tellement se préoccuper de ça, mais ils vont demander quand même pour se rassurer que vous avez fait le lycée. You know. Maintenant, si vous avez pu faire les relevés de notes, souvent pour réduire les coûts, ça c'est un astuce que moi, voilà, que j'ai fait, ça a économisé un peu en frais de traduction. Par exemple, diplôme de truc, troisième, pas troisième, seconde, première, terminale, ça fait 3 non? Donc si vous allez traduire ça, ça va vous coûter jusqu'à 15 000 francs. Oh, ok. Donnez-moi une seconde. Il y a des gens qui demandent le lien du live là. Donnez-moi juste une seconde. Je vais les partager le lien du live. Je crois que c'est ça. Ok, Gédéon dans les coulisses. Merci beaucoup, mon frère Gédéon. Je t'ai envoyé ça. Ok, je t'ai envoyé ça. Faut les partager. J'ai mis ça aussi sur mon statut WhatsApp aussi. Voilà, donc je disais, prenons l'exemple, une part ça fait 5 000 francs. Donc si vous avez 3,
ça va vous coûter 15 000 francs. Maintenant, on essaie de, voilà, on est des étudiants, donc on ne travaille pas, on veut économiser l'argent. Donc, vous pouvez aller voir votre école. Donc c'est très important d'avoir une bonne relation avec votre lycée. Vous partez dans votre lycée, voilà, vous leur donnez les 3 bulletins, ils vont essayer de faire un relevé de notes pour vous. Tu vois, non, prendre les 3 bulletins et puis faire de relevé de notes. Et puis ça va devenir un document. Vous allez économiser jusqu'à 10 000 francs. Et puis aussi, il y a le relevé de baccalauréat que vous devez traduire aussi. Donc, vous traduisez ça en anglais. Maintenant, maintenant quand les frais d'inscription seront payés, les documents traduits, vous envoyez les documents à l'université. Si vous rentrez sur le site de l'université, il y a le truc là-bas, l'adresse mail. L'adresse mail, c'est pas email, l'adresse mail de l'université où vous pouvez envoyer vos dossiers. Donc, parce que vous devez envoyer les dossiers physiquement. Il y a d'autres universités qui sont très flexibles. Ils sont très flexibles. Ils vont vous demander seulement de scanner et puis vous envoyer. Là, vous allez économiser aussi en frais d'envoi. Parce que DHL coûtait 45 000 francs pour envoyer les dossiers en 2019, 2018, 2017. Maintenant, je ne sais pas si le prix a changé ou pas. Et il y a une autre compagnie aussi, truc là, qui est venue là-bas récemment. Bon, je dis récemment parce qu'ils sont venus, disons 5 et 6 ans comme ça. Non, c'est FedEx. Eux, ils étaient un peu moins chers parce que c'était à 35 000, si je ne me trompe pas, pour les étudiants. Vous pouvez envoyer les dossiers par ça. Maintenant, vous pouvez essayer aussi, c'est comme je l'ai dit, rester en communication avec votre université parce que plus vous causez avec l'université, plus l'université va vous avoir confiance en vous et ça peut vous aider. Si l'université a confiance et puis vous demandez de scanner les documents et puis envoyer, donc vous allez économiser aussi en frais d'envoi. Mais c'est pas sûr parce que c'est pas toutes les universités qui font ça. Mais je connais des gens qui ont juste scanné et puis envoyé et puis voilà, il n'y a pas eu de problème. Mais nous, on a dû envoyer ça forcément. Ok, maintenant, après les documents de l'école, quels autres documents vous avez besoin? Vous avez besoin obligatoirement d'une capacité financière. Et il ne faut pas confondre capacité financière et puis relevé bancaire. C'est complètement différent. La capacité financière, à expliquer un peu, c'est un document qui montre le numéro de compte et puis qui montre à peu près la somme que ce compte peut avoir. Et vous pouvez avoir ce document à la banque. Donc, trouvez votre banquier ou bien voilà, quelqu'un qui peut vous aider à avoir le document. Et je ne sais pas exactement si le document, le prix c'est combien, mais bon, c'est mieux de partir vous renseigner là-bas. Comment les prix, c'est pas vraiment fixe. Ok, maintenant, une fois que vous avez la capacité financière, vous ajoutez la capacité financière, puis les dossiers traduits, diplôme, relevé de notes, tout. Et puis vous mettez tous ensemble et puis vous envoyez. Il ne faut pas envoyer séparément parce que ça va vous coûter beaucoup et puis voilà, ça va retarder aussi l'admission. Si l'université n'est pas, voilà, n'est pas tellement, comment je vais dire, si l'université, voilà, comment je vais dire ça, sont très stricts. Voilà, si les très stricts, s'il y a un document qui manque, il va vous faire patienter et ça va retarder votre cas. Parce que aux États-Unis, il y a 2 semestres officiels. Il y a le spring semester et puis il y a le fall semester. Le spring semester, c'est en janvier. Ça commence généralement en janvier. Et le fall semester commence généralement en août, fin août ou en septembre pour certaines universités. Ok, maintenant vous avez un message ici. Ok, merci. Thanks, bro. Merci, mon frère Gédéon depuis Ouagadougou. Merci, merci pour les partages. Ok, maintenant, vous avez envoyé tout. Maintenant, la suite, c'est quoi? La suite, si votre dossier a été accepté et puis vous avez eu d'admission, vous allez recevoir une lettre d'admission et c'est très très important parce que vous devez envoyer cette lettre à l'ambassade pour faire votre visa, pour montrer que voilà, vous êtes effectivement accepté dans une université. Si vous n'avez pas ce document, bon, ça peut causer des petits problèmes aussi. Ils vont pas vous dire, d'autres qui sont gentils peuvent vous dire que ce document qui manque d'aller chercher, mais d'autres, ils vont juste vous faire échouer et puis dire de recommencer que vous n'êtes pas prêt. Donc, il faut vous rassurer que vous avez tous les documents. Ok, maintenant le I-20, ce sera le prochain document qui sera
voilà, disponible après que vous êtes admis à l'université. Le I-20, c'est quoi? C'est juste un document qui montre que vous êtes admis dans une université américaine. Et puis, ça montre aussi le programme que vous allez venir faire. Ça montre aussi la durée de votre séjour ici. Et ça ne veut pas dire que la durée sur le I-20 doit être respectée ou bien fixe. Par exemple, tu peux venir avec un I-20 de 2 ans ou bien de 3 ans. Bon, de 3 à 4 ans, de 2 parce qu'il y a des écoles de 2 ans et des écoles de 4 ans. Maintenant, vous venez avec un I-20 de 2 ans dans une école de 2 ans. Vous finissez les études, vous n'êtes pas obligé de rentrer. Vous pouvez prolonger, aller dans une école de 4 ans. Et puis, bizarrement, tu peux rester aux États-Unis indéfiniment si tu veux, avec un visa étudiant. Si et si seulement tu es un étudiant. Donc, si tu es étudiant toute ta vie, donc tu peux rester là-bas toute ta vie. Donc, c'est ça aussi l'avantage aussi d'avoir un visa étudiant. Tu vois, non. Tant que tu pars à l'école, tu peux rester aux États-Unis. Voilà, mais il faut partir à l'école. Si tu finis ton diplôme, tu peux faire un autre diplôme, tu peux faire un autre programme. Il suffit seulement que ça te permet de garder ton statut. Contrairement au visa touriste qui te donne seulement 6 mois aux États-Unis. 6 mois, mais tu peux, si tu gagnes un visa de 5 ans ou bien de 1 année, tu peux sortir, rentrer. Mais la durée maximum de ton séjour, c'est 6 mois. Si tu dépasses les 6 mois, tu as brisé ton contrat de visa et c'est pas bon. Ok, voilà, le I-20, c'est très important parce que ceux qui généralement parlent payer les gens et puis ils font la procédure pour eux se font vraiment, bon, je vais dire, comment je vais dire ça, peut-être manipuler parce que ceux qui font ça, généralement ils s'en foutent que tu sois admis à l'université ou pas. Parce que selon eux, voilà, c'est du business. Tu vois, non, et business, c'est business. Tu vas venir te donner un I-20. Et comme toi aussi, tu vas pas bien comprendre comment se passe la procédure, tu sais pas, voilà, si le I-20, c'est quoi exactement, parce que tu n'as pas fait ça toi-même. Tu vas prendre ce I-20, puis tu vas partir, et puis tu vas échouer, bizarrement. Parce que j'ai vu des gens qui ont échoué à cause de leur I-20 qui n'était pas bon. Parce que imagine quelqu'un, on va lui donner un I-20 de 2 semaines ou bien un I-20 de 1 mois. Ça va être très compliqué parce que le consulat sait bien que tu vas pas venir aux États-Unis pour apprendre l'anglais en 2 semaines ou bien en 1 mois pour revenir. Donc, c'est pas bon. Il faut vous l'assurer seulement que votre I-20 c'est bien propre avec le avec les standards bien établis de l'université, c'est-à-dire être accepté à l'université. Si vous êtes accepté dans le centre de langue aussi, c'est pas un problème. Il faut vous assurer seulement que la durée au moins, ça atteint au moins 6 mois ou bien plus. Si c'est 3 mois même là, c'est pas bon. L'université peut vous donner admission de 3 mois, donc ça aussi c'est pas bon. Il faut essayer de convaincre l'université d'avoir beaucoup plus, peut-être minimum 6 mois, mais de préférable aller jusqu'à 1 année. Donc vous dites seulement si c'est possible d'avoir un I-20 de 1 année. Ça va augmenter aussi votre chance de visa. Donc ça, c'était pour le I-20 et vous rappelez-vous, c'est très très important parce que sans le I-20, vous ne pouvez pas avoir un rendez-vous au visa. Un rendez-vous pour le visa plutôt. Ok, maintenant, si vous avez fini maintenant tout ça et puis vous avez votre I-20, il vous reste seulement l'interview du visa. Et l'interview, ça se passe comment? Comment faire d'abord pour arriver même à l'interview? Il faut aller payer les frais de service. Les frais de service, c'est comme un numéro d'immatricule qu'ils vont te procurer. Et ça va te suivre partout là où tu vas aux États-Unis. C'est comme une carte d'étudiant. Voilà. Bon, carte d'étudiant, je peux dire que c'est un peu tout. Bon, c'est comme un numéro qui te suit. Si tu es dans une université A, tu transfères pour partir dans une université B, ce même numéro va te suivre toujours. Donc, c'est un numéro qui te suit tout le temps. Donc, vous partez payer ce numéro-là. Le prix a augmenté aussi. C'était 200 $. Maintenant, je crois que c'est devenu 300 $. Mais je vais vérifier pour être sûr. Je vais vérifier d'ici pour être 100% sûr. Voilà.
service visa. Ok. Et je suis en train de voir. Ok, je crois que ici on a une demande. Sur ce site là. Je suis en train de vouloir vérifier les frais de service là parce que c'était à 300 $. Maintenant, je ne sais pas comment c'est devenu actuellement. Service fees, student visa, ok. Et actuellement, c'est à 350 $. Vous voyez, pour les étudiants F1. Donc, ça veut dire les frais de service là, c'est à 300 $. 300 $, c'est à peu près combien là? Ok. Je vais calculer, voilà. 350, on multiplie ça par 600. Donc 210 000. Donc vous voyez, jusqu'à présent, on a parlé des frais. Les frais que moi je vois qui sont un peu énormes, c'est quoi? Le TOEFL qui coûte 126 000. Et puis il y a les frais de service récemment qui coûtent aussi 200 000. Donc ça fait presque 300 et quelques mille déjà. Et puis il y a les frais de documents, traduction de documents, ça, maximum, disons, maximum, disons 35 ou 50 000 comme ça. Donc vous voyez même que jusqu'à présent, on n'a même pas atteint 50, on n'a même pas atteint 500 000 d'abord. Donc c'est vrai qu'il y aura d'autres petites dépenses comme les frais d'envoi, mais voilà, on va essayer de faire le point à la fin. Ok, maintenant les frais de service. Vous devez payer les frais de service d'abord avant de pouvoir avoir un rendez-vous au visa. Il y a d'autres personnes comme je crois que je sais pas si c'est possible de faire. J'ai vu des gens faire ça quand je suis parti faire mon interview. Ils ont fait les trucs. Ils ont payé les frais de service là, si je ne me trompe pas, à l'ambassade. Ou bien c'était les frais de visa. En tout cas, ils ont fait leur paiement à l'ambassade là-bas. Mais c'est quelque chose à éviter parce que si votre rendez-vous c'est à 10 heures et puis vous arrivez là-bas, vous allez attendre de payer les frais, tout ça. Donc, c'est pas bon quoi. Il y a une question ici, Monsieur Aristide Ilboudo, il nous faut combien pour venir? Bon, le prix, ça dépend. C'est ça, j'étais en train de faire un peu le petit bilan parce que jusqu'à présent, on a compté les grosses sommes que moi je vois, c'est 226 000 pour le TOEFL. Vous pouvez aller avec le Duolingo test qui va coûter que, bon, disons 40 000 ou bien, bon, disons 50 000 comme ça parce que, voilà, le dollar là, ça varie puis les prix ça va, mais disons 50 000. Et il y a les frais de service qui est obligatoire, ça fait 210 000, non? Oui, 210 000. Il y a les frais de traduction de documents qui va coûter, si vous avez 6 documents, chaque document coûte 5 000. Bon, je ne sais pas si c'est toujours la même chose, mais vous pouvez vous lancer. Donc actuellement, on est toujours en dessus de 500 000 francs CFA. Mais c'est pas encore fini, il y a d'autres frais. Les frais d'envoi, voilà, beaucoup d'autres frais. Mais n'ayez pas peur, je vais vous expliquer tout. Ok, maintenant, euh, je vais chercher maintenant les frais de visa. Visa, fees in Burkina Faso. Ok, Burkina. Hola, hola, hola. Ok. Maintenant, les frais de visa. Après avoir payé les frais de I-20, je vais vous faire sortir les frais de visa d'ici là seulement parce que les frais de visa aussi ça varie. Ça varie beaucoup, donc les prix ne sont pas stables. Donc, pendant que je fais mes recherches là, si vous avez des questions seulement, vous pouvez mettre ça en commentaire. Je vais venir en 2 minutes seulement avec la réponse pour les frais de visa. Ok, actuellement,
Les frais de visa là, c'est 185 dollars. 185 dollars actuellement. Donc 185 dollars, on fait ça avec 600, ça va faire 111 000 francs CFA. Donc ça veut dire que les frais de visa, ça va vous coûter 111 000 francs. Je ne sais pas si c'est inclus avec taxe ou pas, mais si vous rentrez pour payer les frais, vous allez voir ça là-bas. Ok, maintenant les frais de visa, ça se paye ou généralement vous pouvez payer ça en ligne ou bien vous pouvez payer ça sur le site en personne à l'ambassade ou bien généralement vous pouvez partir à UBA. UBA, je crois que bon, ceux qui sont au Burkina doivent connaître UBA, les banques rouges, bizarres. Voilà. Là-bas, vous payez et puis vous allez avoir un reçu. Maintenant, vous envoyez le reçu à l'ambassade pour montrer que vous avez payé les frais de visa. Pour le truc, le I-20 là aussi, pas le I-20, le numéro de service là aussi, quand vous allez faire le paiement, vous allez envoyer aussi le reçu aussi pour montrer que vous avez fait payer. Ok, maintenant, si on a fait le paiement, tout est ok. Il reste maintenant quoi? L'interview pour le visa. Et ça, je trouve que c'est la partie la plus importante dans la procédure parce que peu importe si vous êtes accepté à l'université, ça ne vous garantit pas de visa. Donc, c'est à cause de ça que généralement à l'ambassade, on conseille les gens de ne pas payer leur billet d'avion avant. Donc, il faut avoir le visa avant de payer ton billet d'avion. Parce que l'admission à l'université ne te garantit pas le visa. Ok, maintenant, une fois à l'ambassade, bon, il y a d'autres qui parlent, il y a déjà reçu des questions concernant l'habillement. Bon, tu n'es pas obligé de mettre veste, mais il faut voilà, t'habiller de manière professionnelle, de manière respectable. Voilà, c'est tout. Mais si tu aimes les vestes, ça passe. Mais voilà, juste seulement de manière responsable et présentable. Ok, maintenant, quels sont les... Je vous avais promis de parler des erreurs à éviter. Et c'est le moment maintenant de parler des erreurs parce que côté université, les erreurs peuvent être corrigées facilement. Mais à l'ambassade, c'est quelque chose qui se passe. Je peux vous dire que généralement, même en 10 minutes, en 5 minutes même, c'est fini. Tu vas prendre des mois, voire même une année préparer la procédure pour partir aux États-Unis et arriver à l'ambassade seulement comme ça. En 5 minutes seulement, c'est déjà fini. Souvent, il y a d'autres même, ça n'atteint pas 5 minutes. J'ai vu ça, ça n'atteint pas 5 minutes. Donc, mais tout dépend de ton dossier. Si ton dossier est intéressant et bien établi seulement, tu peux aller même jusqu'à 10 minutes même. Parce qu'ils vont te poser beaucoup de questions pour savoir vraiment que tu veux venir étudier. Maintenant, les erreurs à éviter, c'est quoi? Ce sont les documents fictifs. Il faut complètement éviter les documents fictifs. Parce qu'il y a d'autres qui... Bon, je sais que c'est difficile d'avoir les relevés bancaires. Parce que j'ai parlé de la capacité bancaire pour l'université. Maintenant, quand vous partez pour l'interview de visa, il y a un document, un relevé bancaire qu'on vous demande. Le relevé bancaire, c'est pas obligé que ce soit à votre nom. Il y a des gens qui font l'erreur, qui croient que non, ça doit être à leur nom. Ils se font virer des millions de francs CFA dans leur compte avant d'aller faire l'interview. On voit toutes ces transactions-là quand ils vont prendre le relevé. Donc, ils vont savoir que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dans les normes. Donc, il suffit seulement d'être honnête. Voilà. Et puis, être bien préparé. Maintenant, première erreur à éviter, documents fictifs. Il ne faut pas aller avec des documents fictifs là-bas. On peut vous arrêter pour ça. Donc, souvent, il y a la police qui vient là-bas prendre des gens. Donc, si tu pars avec des documents bancaires qui sont faux, voilà, parce que généralement, souvent, si on veut vous accepter, ils vont essayer de vérifier pour voir voilà, si toutes les informations sont correctes. Et puis, s'ils vérifient, puis c'est un faux compte, voilà, on peut vous bannir, et puis, voilà, vous risquez aussi de partir en prison bizarrement pour ça. Donc, il faut éviter les documents fictifs. Maintenant, comment faire maintenant pour avoir le comment j'ai dit ça encore là, le bank statement, le truc bank statement bank statement, comment on dit ça en français encore, relevé bancaire, voilà, le relevé bancaire là, comment on fait ça pour avoir, il suffit seulement d'aller voir voilà vos parents ou bien quelqu'un qui va vous aider. Et
Mais il faut que la personne soit, voilà, tu vois, non, dans votre famille, pas obligatoirement même nom de famille, mais si c'est même nom de famille, c'est très bon, c'est préférable. Parce que peu importe, comment dire, peu importe la personne qui va vous donner son document bancaire, vous allez expliquer ça à l'ambassade. Si c'est pas à votre nom, ou bien si c'est pas au nom de vos parents, vous allez expliquer ça. Peu importe, c'est un oncle, voilà, c'est une tante ou bien c'est c'est une entreprise. Parce que oui, il y a des entreprises qui peuvent te fournir des documents bancaires pour voilà, venir étudier. Par exemple, si une entreprise veut te sponsoriser à aller étudier, par exemple, il y a quelqu'un qui a parlé actuellement d'être un technicien qualifié. Ouais, par exemple, si cette personne-là, son entreprise veut décider de l'envoyer étudier aux États-Unis, l'entreprise a pu décider, voilà, ok, bon, c'est nous, on envoie ce gars aller étudier aux États-Unis, aller se former dans la soudure, voilà, pour venir, voilà, nous améliorer ici, à avancer pour nous aider à avancer avec notre entreprise. Donc, ça, le document de le relevé bancaire va être au nom de l'entreprise. Donc, si c'est un tonton aussi, voilà, vous allez expliquer aussi, voilà, pourquoi ce tonton, voilà, vous donne ces documents bancaires, pourquoi ce tonton. Parce que la personne qui vous donne ces documents bancaires, à l'interview, c'est cette personne qui est censée prendre en compte, prendre en charge vos études aux États-Unis. Donc, vous allez expliquer pourquoi quelqu'un qui n'est pas, voilà, votre père ou votre mère va financer vos études aux États-Unis. Il faut être prêt à expliquer ça. Donc ça, c'est côté document bancaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est un sujet très important parce que je vois beaucoup de gens qui arrivent à ce stade-là et puis ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui va leur donner le document bancaire. Il faut penser à ça avant de vous investir. Il faut penser à ça parce que c'est un document, bon, ils vont vous demander ça. Obligatoirement, ils vont vous demander ça. S'ils ne vous demandent pas ça, c'est que bon, ils ont décidé de vous éliminer seulement sur quelque chose. Et puis, le document aussi, j'ai oublié une étape très 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 importante. C'est ce qu'on appelle le DS-160. Le DS-160, c'est un formulaire que vous remplissez en ligne. Et sur ce formulaire, vous allez tout expliquer. Qu'est-ce que vous voulez partir faire aux États-Unis. Souvent aussi, en remplissant ce document, d'autres font des erreurs là-bas. Et puis, ils partent à l'ambassade et disent autre chose. Tu peux dire, tu peux remplir là où tu pars quelque part. Parce qu'ils vont te demander même souvent, tu vois, non, trajectoire de ton voyage. Ils vont te demander beaucoup de questions pour se rassurer. Maintenant, quand tu remplis le document, il faut se rassurer que les informations que tu vas aller dire à l'ambassade, c'est la même chose. Pour ne pas, voilà, euh, pour ne pas, voilà, te faire, voilà, reculer par le consulat. Le DS-160, je vais, je vais vous envoyer le lien aussi. DS-160. Voilà, je vais envoyer le lien du DS-160 là-bas. Comme ça, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir. Ok, où est mon live là encore? Ok. Attends, comme ça, là, c'est des vidéos comme ça. Donne-moi une seconde, je vais mettre le lien là. Je vais mettre le lien là dans les commentaires comme ça. Voilà. Vous pouvez voir ça facilement. Ok, voilà, voici, j'ai mis ça. Et ça aussi, ça doit être la première étape que vous devez remplir avant de partir faire le rendez-vous de visa. Sans ça même, vous pouvez même pas aller faire le rendez-vous. Vous devez remplir ça d'abord. Ok, maintenant, pour le visa, donnez-moi une seconde, il faut que je branche mon ordinateur. C'est en train de me donner le truc là. Ok. Je vais débrancher mon ordinateur. Ok. Brancher ça ici.
Ok, donc voilà, pour le DS160, j'ai mis le lien en commentaire, donc vous pouvez voir ça. Et c'est quelque chose qui est très important parce que vous allez forcément utiliser ça. Donc il faut prendre le temps de bien lire les informations parce que c'est ça que je vous ai dit. Les informations que vous allez faire ici, ils vont utiliser ces informations à l'ambassade parce que de même, ils vont, si vous allez, ils vont prendre ils vont prendre ça même. Ils vont prendre ça, essayer de voir comment, voilà, vous avez bien pris. Si ça marche comme ça. Ok, et puis c'est en anglais. Je ne sais pas si on peut traduire la page en français, mais bon, je crois qu'on peut avec Google Chrome, l'extension de Google Chrome. Mais bon, voilà, faites très attention quand vous faites ça, quand vous faites le remplissage du i20 et du truc de DS160. C'est très bon. Merci beaucoup à mon frère Adama. Thank you, bro. Thank you. Depuis la position, hein, ça fait longtemps. Hein. Ça fait longtemps. Toi, tu as fini de nous laisser à New York ici. Ok, voilà, maintenant, les techniques, bon, parce que si quelqu'un vous dit que, voilà, il peut vous garantir le visa, c'est que la personne vous a menti, on ne peut pas garantir le visa. Mais voilà, les conseils pratiques pour vous aider à avoir le visa, bon, à augmenter votre chance d'avoir le visa. La première des choses, c'est être vrai, c'est être honnête. C'est être honnête. Je sais que voilà, d'autres personnes veulent venir étudier, ils ont d'autres plans, en arrière-plan, voilà, des trucs comme ça. Mais il faut être honnête quand vous posez les questions. Parce que quand vous mentez, ils vont savoir. Et voilà, ça ne serait pas bon pour votre cas. Et puis, il faut aussi être, comment je vais dire, bien préparé en pratiquant avec un ami. Ça, ce sont des conseils pratiques que moi j'ai fait avant de faire mon interview. Donc, j'avais un ami, voilà, je profite ici de saluer Armel Sanou, qui a été là, qui m'a beaucoup aidé durant ma procédure, donc durant la préparation de mon visa. Donc, on faisait des pratiques, voilà, donc il y avait des questionnaires, des potentielles questions qu'on va vous poser, voilà, et on pratiquait. Et il y a quelque chose qui est très important. Si vous partez, trouvez un moyen de convaincre le consulat que voilà, quand vous partez là, vous allez revenir. Et donnez aussi la raison pour que vous allez revenir. Sinon, ils vont vous demander pourquoi vous voulez revenir ou bien pourquoi, voilà, après vos études, qu'est-ce que vous allez faire. Ce sont des exemples de questions. Après vos études, qu'est-ce que vous allez faire. Donc, il faut les montrer et les convaincre que vous allez revenir. Sinon, voilà, vous connaissez même la suite, là, ils vont vous recaler. Ok, et puis, deuxième conseil aussi, il faut pas être. Je sais que ça peut être stressant, mais il faut essayer de rester un peu calme, confident. Parce que si vous êtes un peu stressé, voilà, il va vous dire sûrement il va se dire que non, que vous mentez. Donc, et ça, c'est pas bon. Parce qu'il vous considère comme un immigrant, quelqu'un qui veut immigrer là-bas. Donc, c'est à vous de le convaincre que non, que vous n'êtes pas un immigrant, que vous êtes vraiment un étudiant et que vous voulez aller étudier. Et puis, d'autres conseils aussi que j'ai ajouté aussi, c'est les documents. J'ai déjà parlé des documents, mais il faut vous rassurer que vous avez tous les documents avec vous à l'ambassade. Votre diplôme, l'original, le baccalauréat ou bien la licence ou bien le master. Votre diplôme, vous devez envoyer le document, l'original. Vous devez envoyer le test de vos différents tests d'anglais, Duolingo ou bien TOEFL. Vous devez envoyer ça. Et puis aussi la lettre d'admission que l'université va vous envoyer. Vous allez envoyer ça. Bien sûr, le passeport. Et puis vous allez envoyer aussi le I-20. Et puis sans oublier aussi le document bancaire dont j'ai parlé, l'importance du document bancaire aussi. Vous allez envoyer tous ces documents. Donc il faut être bien préparé. Préparez vos documents la veille. Et là, le lendemain seulement, vous êtes prêt, partez. Et puis si possible, si vous pouvez arriver là-bas au moins ça, 1 heure ou bien 2 heures avant même l'interview. Comme ça, vous allez être bien préparé parce que vous allez passer par beaucoup de protocoles de sécurité à l'ambassade. Ok, maintenant ceux qui sont... Je sais qu'il y a beaucoup... bro... Ousmane dit de ne pas parler trop de francs... De ne pas trop parler de francs guinéens. Les francs guinéens a fait quoi? Ok, maintenant, pour ceux qui sont à Ouagadougou, spécifiquement à Ouagadougou, j'ai dit, à l'ambassade des États-Unis, c'est vraiment
c'est une ressource vraiment voilà, riche. Parce que moi, j'ai passé la plupart de mon temps là-bas. Et il y a un monsieur là-bas, je profite ici de le saluer, monsieur Tankwano Plastique. Donc, monsieur Placide Tankwano, un grand merci parce que c'est un monsieur qui a été là pour moi depuis le début jusqu'à la fin. Il a été là, il m'a guidé. Voilà, c'est un mentor. Donc, si vous partez à l'ambassade, vous pouvez le voir là-bas. Et surtout, vous pouvez le déranger. Vous pouvez beaucoup le déranger parce que voilà, c'est quelqu'un, un conseil éducatif. Donc, et puis c'est quelqu'un aussi qui a une histoire, voilà, aux États-Unis. Il a étudié aux États-Unis, donc il a beaucoup d'expérience. Si vous partez là-bas seulement, voilà, il peut vous donner des conseils, vous puis vous recevoir gratuitement à l'ambassade. Mais c'est mieux d'essayer de voir si vous pouvez prendre un rendez-vous avec lui en appelant l'ambassade. Je ne me rappelle pas du numéro de l'ambassade, peut-être comme c'est changé, mais je vais essayer de voir si j'ai trouvé le numéro de l'ambassade ou bien son numéro de bureau. Je vais essayer de vous donner ça après. Vous pouvez l'appeler et puis voilà, fixer un rendez-vous avec le monsieur Tankwano Placide. Si vous partez et si voilà, si il ne vous connaît pas, vous pouvez dire que vous venez de la part de Abdullah Sedou. Il me connaît. Donc, il m'a beaucoup guidé durant ma procédure. Donc, sûrement, il va vous aider. Il y a d'autres aussi qui vont demander des bourses et les bourses d'études. Il y a les bourses d'études, beaucoup. Mais il faut savoir que les bourses d'études, c'est un peu rare d'avoir une bourse d'études couverte à 100%. Généralement, les instituts vont te donner peut-être 50%, 20%. Tu vois, non. Donc, c'est à toi de compléter le reste. Il faut être aussi bien préparé pour ça, les frais d'études. Parce que généralement, ils vont vous demander une année de frais d'études pour s'assurer que vous allez au moins couvrir les premières années de votre étude. Après maintenant, voilà, vous pouvez essayer de vous débrouiller un peu à l'université et puis payer. Oui, c'est possible de travailler en tant qu'étudiant et payer les études, mais comme j'ai dit ça au live passé, c'est pas évident que vous allez pouvoir vous en sortir en faisant ça parce que en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler en dehors de l'université. Et puis, même si vous travaillez au campus, c'est ne que 20 heures par semaine. Et 20 heures par semaine, vous pouvez même pas avoir 500 $ avec ça. Et comment vous allez économiser les dépenses et puis payer la scolarité de l'université, souvent qui coûte jusqu'à 20 000 $, quelque chose de 6 et 12 millions. Souvent, ça peut atteindre jusqu'à 30 000 $, 35 000 $ en fonction de l'université. Donc, c'est très important de bien se préparer, de bien se lancer côté finance aussi. Ok, Omar le bas, son numéro de bureau. Je vais me renseigner avec lui, voilà, et puis voilà, je vais vous partager son numéro de bureau. Parce qu'avec son numéro de bureau, vous pouvez l'appeler et puis prendre un rendez-vous. Il se trouve à l'ambassade de Ouagadougou. Voilà, c'est ça, je vous ai dit. Vous pouvez aller le déranger comme vous voulez. Mais ne le dites pas que j'ai dit ça, hein. Voilà, donc c'est un gars vraiment très cool, c'est un gars très cool. Et puis, mais il est strict. Là, je ne vais pas vous mentir. Il est strict. Si vous partez le voir, rassurez-vous que vous êtes bien préparé avec tous vos documents et avec vos questions bien voilà, préparées parce que c'est quelqu'un qui est très occupé. Et si vous partez puis vous ne savez pas les questions que vous voulez poser, puis vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, voilà, ça risque de ne plus voilà, donner prochainement si vous voulez un rendez-vous quoi. Et puis, en dehors de M. Tankwano à l'ambassade, il y a un truc, comment je dis, la bibliothèque de l'ambassade qui est là, 100% gratuit. Il faut aller seulement avec votre pièce d'identité ou bien c'est une copie. Vous allez faire une carte. Et puis, avec la carte, vous pouvez aller à l'ambassade 5 jours sur 7, non? De lundi, non, je crois pas que lundi, non, je crois que c'est de mardi jusqu'à vendredi, non? Si vous partez à l'ambassade, il y a plein de livres. Et puis, auparavant, ils avaient des clubs d'anglais là-bas, bon, des discussions d'anglais. Souvent, ils envoient les Américains causer avec vous en anglais, juste vous aider à pratiquer. Mais je ne sais pas s'ils font toujours ça ou pas. C'était généralement chaque mardi et puis chaque vendredi. Je ne sais pas s'ils font toujours ça ou pas. Mais c'est quelque chose que vous devez changer aussi à aller voir. Ok, maintenant, j'ai parlé de M. Tankwano qui est vraiment quelqu'un qui peut vous aider. Voilà, parce que souvent, comme il est dans le domaine même, c'est quelqu'un qui est un conseiller éducatif. Donc, il peut
peut vous aider à avoir sûrement des bourses parce que voilà, si vous avez un bon dossier sûrement, il peut vous aider. Ok, maintenant, en parlant de trucs de visa, je vais vous expliquer un peu, parce que je vous promets juste quelques témoignages. Je vais parler de quelques amis qui ont passé par ça exactement. Comment ce que moi j'ai fait seulement à travers seulement voilà, le truc, comment je vais dire, les guides que je les ai fournis seulement. Il faut être très persistant. Faut pas abandonner parce que il y a des gens qui passent, qui échouent le visa une fois et puis ils abandonnent. Ou bien voilà, ils passent à autre chose, ils essaient le Canada. Il faut avoir un objectif bien précis. Si tu veux partir au Canada, tu te fixes au Canada. Si tu veux partir aux États-Unis, tu te fixes. Mais si tu veux balancer dans les deux côtés, je trouve que tu vas perdre beaucoup quoi, en argent et en temps. Imagine tu fais les dépenses pour les États-Unis, tu échoues et puis tu laisses ça, tu pas faire pour le Canada. Donc tu vas faire dépenser tes parents ou bien toi-même deux fois pour rien. Mais pourtant aux États-Unis, je ne souhaite pas que personne échoue au visa, mais si tu échoues au visa aux États-Unis, le visa américain, tu peux repasser le visa simplement en payant seulement les frais de trucs. En payant seulement uniquement les frais de visa encore, c'est tout. L'école, tu vas plus faire l'inscription. Tu peux écrire l'université, leur dire que voilà, le visa n'a pas marché et que tu veux qu'on transfère ta rentrée. Par exemple, si tu devais venir en janvier, tu peux leur dire de transférer la rentrée en août. Voilà, et tu as toujours voilà, 4 mois pour te préparer encore pour le visa. Et tu vas payer les frais de visa. Le frais de service, tu vas plus payer encore. Tu vois. Les frais d'envoi de documents, tu vas plus payer. Mais si tu veux aller faire le Canada, tu vas recommencer tout à zéro. Tu vas payer les frais d'inscription là-bas, les frais d'envoi, frais d'administration. Il y a beaucoup tu vas payer là-bas. Pourtant, tu pouvais éviter ça en passant directement avec, en retentant ta chance avec voilà, les trucs, les universités américaines. Donc, je vais voir les commentaires s'il y a des questions actuellement. Monsieur Landry Yugbari, merci beaucoup mon frère, merci d'être là. Depuis Niamey, hein. Ou bien tu es rentré à Ouagadougou maintenant. Merci d'être là. Je vois, il y a Mamadou Bobo Diallo qui est en train de se marier de Barry, de Diallo Ousmane. Ousmane, on dit quoi? Depuis Washington, merci d'être là. Ok, bon, il n'y a pas trop de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Donc, on va arrêter le live dans 10 minutes. Donc, profitez, posez votre question actuellement. Là, je peux répondre les questions en direct. Parce que après ça, oh, tu es toujours à Niamey, ça c'est cool, ça c'est cool. Donc, big up à toi depuis ta position à Niamey. Yeah. Faut que moi je vienne visiter Niamey même. Yeah. Ok, merci beaucoup mon frère, merci d'être là, merci pour le soutien. Donc je dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Là, je peux répondre les questions de suite. Parce que après ça, j'ai cours dans 30 minutes, j'ai cours à 17h. Ouais, je suis toujours à la maison, mais c'est un cours en ligne. Donc j'ai cours à 17h. Donc si je quitte le live, si c'est pas peut-être disons à 20h ici, non, je vais pas pouvoir voilà, répondre aux questions. Ok, il y a Mamadou qui a une question. Ok, Mamadou dit alors, vas-y, quelle est ta question? Tu avais parlé de bourse, mais tu n'as pas détaillé. Ok, bon, Omar, ok. Les bourses, il y a, il y a les bourses à moitié fait parce que il y a certaines universités, ils vont te donner des bourses de peut-être 5 000 dollars. Pourtant, l'université, pourtant la scolarité va te coûter 10 000 dollars. Donc, c'est toi qui vas compléter le reste. Ça dépend. Et puis, il y a d'autres bourses. Tu écris. Il faut être vraiment, si tu es vraiment dans les études, c'est très bien. Parce que moi, quand moi je devrais partir je devrais normalement partir en août, non. J'avais fait tout, j'ai écrit parce que l'université, si tu les demandes, tu peux écrire l'université puis tu les demandes. S'ils ont des programmes de bourse, faut pas attendre, ils vont pas venir t'offrir ça comme ça parce que tu as une bonne moyenne, non. Il te faut les demander, les écrire et puis tu les demandes. Si tu les demandes, s'ils ont des programmes de bourse, ils vont t'envoyer ça. Donc moi, mon cas, mon université avait ça. Ils avaient des programmes de bourse. Donc voilà, ils m'ont envoyé, je les ai demandé, ils m'ont envoyé les liens.
ce sont des bourses que tu dois appliquer. Tu dois appliquer, ils vont te poser des questions, voilà. Parce que ce sont des bourses qu'on appelle merit-based. C'est-à-dire que, voilà, on donne ça à ceux qui voilà, méritent la bourse. Donc, il faut écrire une lettre, généralement de motivation, pour demander la bourse, en expliquant aussi, voilà, pourquoi tu dois être octroyé la bourse, tout comme ça. Mais ce ne sont pas des bourses complètes. Ce sont des bourses, voilà. Maintenant, imagine maintenant si tu es quelqu'un, voilà, qui n'est pas paresseux, tu peux demander jusqu'à 5, 10, 20 bourses même. Et puis si tu as reçu, même si c'est 10, bon, non, déjà si tu as appliqué à 5 ou 10 bourses, même si c'est 4 ou 5 que tu as eu, imagine 5 000 ou bien 2 000 ça augmente, ça va t'aider au moins à commencer les études. Et je connais une amie qui est aux États-Unis ici, c'est une américaine. Elle a écrit, ça vaut 20 bourses. Ça vaut 20 bourses qu'elle a écrit, elle a postulé. Et puis elle a eu beaucoup, elle a eu plus de 5 bourses. Et ces 5 bourses l'ont aidé à partir à l'université, l'une des meilleures universités aux États-Unis à New York et l'une des universités aussi les plus chères aussi à New York. Ça coûte presque 50 000 dollars, disons 60 000. J'ai dit 60 000. 60 millions de francs CFA par an. Ça, c'est par an. Et voilà. Elle a réussi à partir là-bas et puis elle a fait jusqu'à 4 ans. Par l'intermédiaire des bourses. Elle n'a rien payé. Et puis, l'argent, les bourses qu'elle a appliquées, il y avait suffisamment d'argent même. Voilà. Qui lui a permis même de partir rester au campus même. Et puis, le campus même, là, les dorms là, ça coûte extrêmement cher. Ça coûte jusqu'à 12 000 dollars, souvent 20 000 dollars par semestre. En 4 mois, tu vas payer 10 000 dollars pour, tu vois, une chambre même que tu vas partager avec d'autres personnes. Mais elle a écrit tellement aux bourses là, et puis elle a eu plus de 5 bourses. Ça l'a couvert tout ça. Et puis elle a eu son truc aussi. Son diplôme l'année sur le passé, non? Yep. Donc les bourses là, il faut faire ça. Il faut chercher, il faut faire des recherches sur voilà, les bourses américaines. Il y a des bourses aussi qui ne sont pas forcément liées aux universités. Ça veut dire qu'il y a des entreprises, des fondations qui sont là, qui veulent aider les étudiants, qui veulent partir à l'université, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, vous pouvez appliquer à ces bourses-là aussi. Ils vont vous donner ça. Ils vont faire le virement sur votre compte ou bien sur le compte de l'université. Voilà, je parlais de mon cas. Moi, j'ai écrit aux bourses que l'université m'a envoyé, j'ai pratiqué, j'ai appliqué plutôt. Et puis voilà, j'ai reçu, c'était pas beaucoup, mais voilà, c'était une bourse de 1000 dollars. Ça pouvait aider avec les livres parce que là-bas, tu vas payer les livres, forcément. Si tu ne payes pas les livres, il y a des exercices que tu ne vas pas pouvoir faire. Donc, ça, c'était une bourse pour pouvoir m'aider à payer les frais de livres. Donc, ils m'ont donné 1000 dollars. Mais malheureusement, je n'ai pas pu partir de ce semestre-là. Donc, ils m'ont écrit, demander la permission s'ils peuvent transférer cette bourse-là à quelqu'un de. Parce que si tu écris, on peut te mettre en liste d'attente aussi. Si, par exemple, s'ils voulaient 5 étudiants, et puis voilà, il y a et puis ta lettre de motivation est aussi bonne, mais elle n'est pas trop bonne comme l'autre là-bas. Et puis on te dit, ok, on va te mettre en liste d'attente. Donc ils m'ont demandé s'ils peuvent donner ma bourse à quelqu'un. J'ai dit oui, donc ils ont donné. Donc ça, ce sont les informations pour les bourses. Et il y a des universités aussi qui donnent des bourses complètes, 100% payées. Ils vont te donner ça. Mais ça, je n'ai jamais eu exactement, donc je ne sais pas exactement comment ça va se passer. Mais comme je l'ai dit, je le répète, il faut écrire à l'université parce que chaque université avec ses règles, chaque université avec ses bourses, chaque université avec ses programmes. Il faut tout le temps écrire aux universités et puis les demander des questions. J'espère que j'ai répondu à ta question, Omar. Si tu veux beaucoup plus de détails, tu peux me faire savoir. Je vais essayer de t'expliquer. Mamadou demande, je veux savoir cette procédure concerne seulement le Burkina Faso. Non, non, la procédure ne concerne pas seulement le Burkina Faso. Ça concerne, disons, quand je parle de traduction de documents, ça concerne tous les pays francophones. Par exemple, si tu es dans un pays francophone, il faut traduire tous tes documents en anglais. Maintenant, si tu es dans un pays anglophone, là, tu n'as pas besoin de traduire tes documents en anglais. Mais néanmoins, même si tu es au Ghana, au Nigeria, généralement, ils vont te forcer toujours à prendre les tests d'anglais comme le TOEFL ou le Duolingo test. Oui, c'est bizarre, mais c'est ça. Un de mes professeurs d'anglais dans le centre de langue, c'était un Ghanéen, mais il a dû faire le TOEFL aussi quand il voulait appliquer à son université, à l'université ici. Donc, la procédure, c'est pas seulement au Burkina Faso. Mais comme moi, je connais beaucoup de frères là-bas, donc il y a des ressources que je donne. Et puis, c'est spécifique au Burkina Faso, comme l'ambassade
l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Voilà, monsieur Tankano Placide. Donc, lui, il est au Burkina et puis il donne de bons conseils. Donc, c'est ça. Ok, donc si vous avez des questions, je suis toujours là. On a toujours là maximum 5 minutes. On a toujours là maximum 5 minutes. Ou bien, bon, je peux aller jusqu'à 10 s'il y a des questions. Parce que actuellement, il est 16h28 ici. Et mon cours, c'est à 17h. D'accord, non, je t'en prie, mon frère. Je t'en prie, mon frère Omar. Merci d'être là. Et merci pour les partages. Merci pour les partages. Ok, maintenant, voilà. Vous avez fait toute la procédure. Vous avez eu votre visa et vous venez aux États-Unis. Il faut être très très bien préparé aussi financièrement. On ne vous demande pas de venir avec des millions. Non, you are very welcome, my brother Mamadou. You are very welcome. Thank you for being here. Vous n'avez pas besoin d'envoyer des millions, mais au moins ça, il faut avoir au moins ça, un minimum de 1000 $. Un minimum de 1000 $. Même si c'est moins que ça, mais au moins il faut avoir quelques sous en poste avant de venir ici. Parce que si vous venez ici, vous ne connaissez pas personne, vous ne connaissez personne qui va vous prendre à l'aéroport ou bien voilà, vous héberger des trucs comme ça. Donc, mais si vous avez de l'argent, s'il y a des imprévus seulement, vous avez de quoi vous nourrir ou bien de vous loger ou bien de prendre des transportations publiques, taxi, métro, bus, tout ça. Donc, il ne faut pas venir à main vide. Il ne faut pas venir à main vide. Et ayez tout le temps vos documents sur vous. Il ne faut pas mettre dans vos valises. Les documents de passeport, le passeport, le I-20, et puis voilà, la lettre d'admission de l'école. Il faut mettre ça dans votre sac à dos. Parce qu'il y a certains trucs, comment dire, contrôleurs qui vont vous demander ça. Par exemple, si vous arrivez pour faire les transferts, là, par exemple, si vous arrivez à Bruxelles, on m'a demandé voilà, une petite histoire sur ça même là. Parce que arrivé à Bruxelles, moi, mon école devait commencer le 15. Non, oui, le 15 janvier pour l'orientation. Parce que l'école commence officiellement le 25. Mais moi, je devais commencer le mien le 15 pour l'orientation, tout ça. Et moi, j'ai eu le visa le 4. J'ai eu le visa après, non. J'ai eu le visa le 14 ou le 13, comme que j'ai récupéré. Donc, le temps était tellement coincé, je ne pouvais pas arriver le 15. Donc, j'ai dû contacter l'école. Donc, comme j'ai dit auparavant, être en communication avec l'école, c'est très très important. Donc, j'ai contacté l'école. Comme l'école me connaissait déjà à travers nos échanges par email, voilà, je les ai expliqué le problème. Voilà, donc l'ambassade, voilà, serait un peu fermée. Donc, je vais recevoir le visa un peu en retard, tout ça. Donc, ils m'ont envoyé une lettre pour me permettre de rentrer en retard, une permission de rentrer en retard. Et bizarrement, si j'avais pas cette lettre de permission pour rentrer en retard, je pouvais être, on pouvait me refuser l'entrée aux États-Unis parce que l'école, je devrais être sur le I-20, on m'a dit que je devais commencer le 15 et moi je rentre le 19 ou bien voilà, le 16 ou bien le 20. Donc, ils vont dire que ça cloche, il y a quelque chose qui ne cloche pas bien. Ils peuvent te refuser l'entrée. Et c'est ce qui s'est passé à Bruxelles. Arrivé à Bruxelles, on prend mon visa, on voit I-20, on voit, et puis maintenant, on me demande pourquoi je suis en retard. J'ai montré la lettre que l'université m'a envoyé, la permission permettant de rentrer en retard, et puis ils m'ont laissé passer. Bizarrement, je pouvais même être arrêté même là-bas à Bruxelles, et puis renvoyé au Burkina, même sans même aller aux États-Unis si j'avais pas cette lettre. Donc, il faut être très, très, très bien préparé et éviter voilà, ces genre d'erreurs en mettant vos documents dans votre sac à dos. Parce que si vous mettez dans vos valises, vous n'allez pas avoir ça jusqu'à destination finale. Il faut éviter. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et je vais essayer de voir, parce que j'essaie d'inviter un frère qui est au Canada, qui va venir partager voilà, son expérience de vie là-bas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui veulent partir au Canada aussi. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute. Voilà, si c'est confirmé avec le frère et puis la date, je vais vous faire, voilà, je vais vous faire signe sur ma page. Et surtout, partagez beaucoup la page. Parce qu'actuellement, voilà, c'est toujours, les abonnés sont toujours, voilà, moins quoi. Il faut partager comme ça, on aura une grande communauté et puis on va s'entraider. On va s'entraider, quoi. Ok, maintenant, il y a d'autres Omar toi qui t'intéresse beaucoup plus à la bourse là. Alors, je vais faire, bon, ça c'est un programme que je vais faire aussi un live
sur comment avoir une bourse 100% complète, gratuite. Tu payes même pas le billet d'avion. Donc, si tu es intéressé par ça, restez à l'écoute aussi. Et puis, je vais essayer aussi de parler avec un frère qui a eu cette bourse et puis qui est là actuellement. S'il est d'accord, il va venir aussi partager. euh, il va venir partager voilà, ses trucs, ses expériences, comment il a fait la procédure, tout ça avec vous. Donc, cette bourse, elle est 100% gratuite. Bon, quand je dis 100% gratuite, je parle en termes de finances parce que vous n'allez rien payer. Même le billet d'avion, c'est eux, ils vont payer pour vous. Donc, si vous voulez savoir davantage, restez à l'écoute, abonnez-vous et je vais choisir une date pour ça, pour ce live-là. Donc, je vais vous informer voilà, quelques jours après. Donc, si vous avez d'autres questions, faites-moi signe. Je vais rester là pendant 2 minutes de plus. 2 minutes de plus seulement. Si vous avez des questions, vous me faites signe. Ok, Nafissatou, je t'en prie, merci d'être là. Il faut aller commencer à préparer tes documents. Ne soyez pas paresseux. La procédure là, c'est comme je vous ai expliqué là, c'est vraiment très simple quoi. Il n'y a pas vraiment quelque chose de complication là-bas. Il faut être vraiment très persistant, déterminé, ne pas abandonner parce que c'est un peu long pour voilà, ceux qui, je peux dire, qui viennent pas vraiment des familles trop voilà, financièrement aisées. Mais voilà, mais d'autres qui viennent des familles très aisées, bon, à moins de quelques mois seulement, ça passe. Mais si vous êtes bien préparé aussi, si vous suivez toute la procédure que j'ai expliquée de A à Z, si vous suivez la procédure pas à pas, vous allez voir que en 6 mois, vous pouvez faire la procédure et venir aux États-Unis. Avec une bonne base d'anglais, bien sûr. D'accord, merci pour l'assistance, l'homme au cœur blanc. Ah, merci beaucoup, mon frère, merci beaucoup. En tout cas, tu as été toujours là à aider, à assister, à grandir la page en partageant. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il faut continuer, il faut continuer. Donc, j'ai juste 1 minute. S'il n'y a pas de questions, je crois que je vais vous laisser et me préparer pour mon cours qui sera dans 25 minutes maintenant. D'accord, donc je vais dire un grand merci à tous ceux voilà, qui sont restés jusqu'à la fin, tous ceux qui sont là, qui ont donné beaucoup de cœur, beaucoup de j'aime. Ça aide vraiment Facebook à partager voilà, le live, à suggérer le live à d'autres personnes et voilà, ça augmente le nombre de vues et puis ça augmente aussi voilà, la présence sur Facebook et c'est ça l'objectif, c'est de grandir ensemble et s'entraider. Un grand merci à tout le monde. Mamadou Diallo, tu es toujours là, merci. Omar Baron, tu es toujours là, merci. Et actuellement, on a 8 qui sont sur le live. Merci beaucoup à tous ceux qui sont toujours connectés. Ibrahim Ouemenga, merci depuis ta position. Toi, tu es toujours à Abidjan là-bas. Hein. Ok. D'accord, voilà. Et comme le live sera là, les commentaires aussi seront là. Donc, vous pouvez revenir prendre les ressources que j'ai mis en commentaire. Et si vous avez d'autres questions, voilà, vous pouvez me contacter sur Messenger. Ceux qui ont mon numéro, vous pouvez me contacter. Voilà. D'accord, donc un grand merci. Merci beaucoup. Donc, on s'attrape après. Et ok, il y a quelqu'un qui a. Ok, en tout cas, c'est propre, il y a rien à dire. Ça fait un bail. D'accord, merci Timothée Yonlé, merci d'être là, merci. Oui, ça fait un bail. D'accord, la famille, encore un grand merci à vous. Allez, je profite comme d'habitude de remercier ma chérie qui m'a aidé encore dans les coulisses à préparer ce live. Et voilà, donc merci à tous ceux qui sont là. Et partagez, même si le live est terminé, continuez à partager le live. Hein. Continuez à partager le live. Merci beaucoup et excellente soirée à vous. Et, ou bien c'est bonne nuit à vous maintenant parce que actuellement nous sommes à 16h, vous êtes dans la nuit là-bas. Donc bonne nuit à vous les frères et à la prochaine.